Bonsoir Jennifer. Bonsoir Nadia. Alors c'est ta première chronique aux médias et pour l'occasion tu t'es intéressée aux biais racistes et classistes des magistrats qui se montrent plus sévères quand les prévenus sont d'origine étrangère ou issus de milieux défavorisés. C'est parti pour ta carte blanche. Alors, pour commencer cette carte blanche, justement, je voulais vous parler d'un podcast que vous trouvez sur France Culture et un podcast qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un bon président de correctionnel ?» En fait, ce podcast a été organisé autour d'une discussion entre Guillaume Daïef, magistrat au tribunal de Paris, président de la 13e chambre, et une de mes consoeurs, bien connue avocate, Marie Dosé. Et dans ce podcast, il y a un passage qui a fait pas mal réagir dans ma profession et autour de moi. Et je voulais vous en parler et finalement un peu me servir de ça comme début de réflexion. Le journaliste pose une question qui est très profonde au magistrat Guillaume Daïef, puisqu'il lui demande s'il est difficile de condamner quelqu'un. Et c'est une question donc, qui est au cœur forcément de la profession d'un magistrat qui tous les jours va devoir prendre des décisions qui vont forcément impacter la vie des gens, mais aussi la société, parce que ces décisions ont notamment pour but de rétablir l'équilibre social. Donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Alors sa réponse, je pense, n'a pas été à la hauteur, mais c'est pas vraiment le propos. Mais il a pu dire qu'il est vrai qu'il m'est plus difficile de condamner quelqu'un appartenant à la même classe sociale que moi que de condamner, et il prend pour exemple un jeune de cité, pour ensuite préciser qu'il vit dans le 17e arrondissement de Paris. Alors, c'est un propos qui est choquant, évidemment. D'ailleurs, il le dit lui-même ensuite, puisqu'il dit que son propos peut un peu poser problème en raison de son obligation d'impartialité en tant que magistrat. Alors, mon but ici n'est pas du tout de stigmatiser ce magistrat, parce que finalement, je pense qu'il partage avec nous une pensée qui est sincère. Il fait pas semblant et parfois, ça fait un peu du bien. Alors, je sais pas si vraiment il regrette ce propos ou si c'est dû à une parole qui est de plus en plus décomplexée ou si simplement un magistrat d'expérience qui parle. En fait, on ne peut pas vraiment sonder les esprits et les cœurs. Mais en fait, ce propos m'a interpellée parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un qui dit la vérité de ce que nous pensons tout bas au quotidien. Nous, avocats, ces jeunes vivent. Voilà, mais aussi les justiciables qui ont souvent l'idée, alors ils vont peut-être pas le nommer comme ça, mais nous, en tout cas, on le voit comme ça, qu'on est face à une justice de classe et que finalement, elle l'a toujours été. Alors, faut savoir que c'est quand même très difficile d'être au contact de la justice quotidiennement, parce que quotidiennement, on va devoir chasser cette pensée. On n'a pas le choix vraiment de faire confiance en nos juges. Mais c'est vrai que quand nos clients nous demandent à quelle sauce ils vont être mangés par la justice, ce qu'on va analyser en premier, ça va être leur situation, on regarde notamment de leur situation sociale. Donc on parle de l'emploi, on parle de lieu de résidence, on parle de quelqu'un qui est racisé ou non, on parle de quelqu'un qui est en situation irrégulière ou non, ou en fonction d'un casier judiciaire. C'est une réalité. La justice n'est pas la même pour les pauvres que pour les riches. La justice n'est pas la même que vous soyez un jeune de cité, pour reprendre les termes de ce magistrat, ou un habitant du 17e arrondissement, qui est d'ailleurs l'arrondissement dans lequel vit ce magistrat, comme il l'a précisé. Et un exemple très simple, il suffit de voir le niveau de répression qui a pu être celui lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël, où vous avez énormément de jeunes mineurs qui n'avaient pas de casier judiciaire, qui se sont retrouvés incarcérés. Alors évidemment, il faut sanctionner les comportements, mais il y a une manière de sanctionner et il y a quand même des principes dans notre République, et notamment l'échelle des peines. Et vous avez beaucoup de jeunes d'à peine 18 ans qui se sont retrouvés pendant plusieurs mois incarcérés. Alors, ça me ferait rebondir justement sur une actualité qui est le rapport qui a été rendu par la défenseur des droits le 7 novembre 2024. Donc, défenseur des droits qui est une autorité administrative indépendante. Elle a émis donc un énième avis sur la situation catastrophique des prisons françaises. Elle a décrit notamment l'agonie du système carcéral, où il faut bien le dire, alors pas tous les détenus, mais beaucoup d'entre eux sont vraiment traités comme des chiens, il faut le dire. Évidemment, ce genre de traitement va favoriser la récidive, va entraîner de la précarité, va mettre des souffrances en fait qui vont être complètement indélébiles à la fois pour eux, mais aussi pour leurs proches, qui peuvent forcément empêcher la réinsertion de quelqu'un qui est incarcéré. Moi, je vous parle d'humiliation, je vous parle de nuits passées par terre, parmi les rongeurs, les punaises de lit. La France avait déjà été condamnée. Hier,
par la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises. Ça fait des années qu'on le dit. C'est pour ça que je dis que c'est un énième avis. Mais bon, finalement, on a l'impression que tout le monde s'en fiche un peu. C'est une quasi-impossibilité de faire valoir ses droits. Je vous parle aussi des proches des détenus, parce qu'ils sont eux également traités comme des chiens. Je sais que j'ai la sœur d'un de mes clients qui est actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes, qui a pu être témoin notamment de femmes se rendant au parloir et devant enlever leur soutien-gorge parce que le soutien-gorge sonnait, et de vivre des humiliations alors qu'eux-mêmes n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Et en fait, toutes ces questions-là, pour moi, elles ont vraiment un sens, parce que comme le disait Feu Henri Leclerc, qui était un grand avocat, un grand humaniste, et je pense que notre société devrait réfléchir comme ça. Nous croyons tous au lendemain, et donc forcément à la réinsertion. C'est le fondement même de la justice pénale. Ce n'est pas une vue de l'esprit, le fait de croire au lendemain des gens et à la réinsertion des gens. C'est ce qui aussi garantit l'équilibre social. Il faut bien comprendre que tout le monde, absolument tout le monde, est susceptible de glisser un jour et de commettre des infractions. Croire que cela n'arrive que chez les autres, c'est évidemment une grave erreur, parce que c'est le propre même de la nature humaine, de finir par enfreindre la loi, peu importe d'où on vient, de quelle origine nous sommes. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et c'est ça le problème de la justice. Alors vous aurez toujours des discours populistes qui sont complètement irresponsables pour vous dire que la prison c'est le Club Med, que la justice est trop laxiste, qu'il faut enfermer à tout prix ou qu'il faut construire de nouvelles prisons. Mais quand généralement cela concerne des personnes faisant partie de leur propre classe sociale, on voit bien que la réaction judiciaire n'est pas la même. Et en fait, je pense que les magistrats doivent prendre vraiment conscience de leur responsabilité qu'ils ont dans la préservation de cet équilibre social. Alors, c'est les procureurs en choisissant le mode de poursuite, mais aussi les juges du siège en choisissant les peines prononcées ou éventuellement une incarcération provisoire d'une personne dans l'attente de son jugement. Alors, la défenseure des droits rappelle qu'au 1er septembre 2024, le nombre de détenus s'élevait à 78 969, donc on est sur une augmentation quand même de 7,2% par rapport à l'année dernière, et qu'au 1er octobre 2024, vous avez 3 810 personnes qui dorment sur un matelas au sol, qui est quand même une augmentation de 53% par rapport à l'année précédente. On est sur une densité carcérale de 127,9%, et dans certains établissements, ça atteint même 200%. Alors que la justice dit qu'il faut désengorger les prisons. Alors, la justice le dit, en tout cas la défenseure le dit. Alors je vous le donne en mille, évidemment, cette population carcérale n'est pas en majorité constituée de délinquants en col blanc, sont pas majoritairement constitués de personnes qui ont une bonne situation sociale ou de personnes qui ne sont pas racisées. Et le rapporteur, justement, le rapport de la défenseure des droits recommande, et là je la cite, une mise en œuvre d'un plan de réduction de la surpopulation des prisons qui porte sur l'ensemble des facteurs qui concourent à l'inflation carcérale. Et en fait, juste après, elle met entre parenthèses amélioration des peines et mesures alternatives à l'emprisonnement, baisse du recours à la détention provisoire, réduction des procédures de jugement rapide, qui sont très pourvoyeuses d'incarcération. Alors, c'est entre parenthèses, mais en réalité, ce qu'on lit bien là, c'est, mesdames et messieurs les magistrats, c'est bien de vous dont on parle, parce qu'on parle bien de décisions qui sont prises au quotidien par les magistrats. On parle du choix, souvent de la comparution immédiate par les procureurs. Il faut savoir que la comparution immédiate est une des plus grosses pourvoyeuses, justement, d'incarcération. C'est ce qu'on appelait jadis les flagrants délits, alors qu'aujourd'hui, en fait, ça se révèle en réalité une gestion des stocks, un outil de gestion des stocks, parce que tous les parquets, forcément, si face à une baisse des moyens, tous les jours doivent gérer des orientations pénales, et ils ne vont pas hésiter aujourd'hui à renvoyer en comparution immédiate des dossiers extrêmement complexes, ou encore requalifier des faits qui pourraient être qualifiés de criminels en délits pour faire passer donc ces délits dans la case des comparutions immédiates. Alors, je vous invite tous, évidemment, à assister à ces audiences qui sont publiques, qui ont lieu partout en France. Et vous allez voir, et c'est extrêmement choquant, notamment à la 23e chambre à Paris, que les gens qui y sont jugés sont des personnes sans domicile fixe. Beaucoup présentent des troubles mentaux. La plupart sont dans une situation de précarité extrême. Ils sont quasiment tous noirs ou arabes. Et ils sont souvent en situation irrégulière sur le territoire français.
Donc, à l'époque, il faut bien voir que les sociologues sont beaucoup posés de questions, et ça m'intéresse justement la sociologie de la criminologie en France. Et au XIXe siècle, ils disaient plutôt qu'il y avait une preuve d'un lien entre la pauvreté et le crime. Les plus progressistes disaient que la pauvreté poussait au crime, et d'autres faisaient un lien entre les deux en disant que c'était plutôt des signes d'inadaptation sociale. Au XXe siècle, en réalité, les sociologues ont pu montrer que cette surreprésentation des couches pauvres et racisées en prison était due à ce que Foucault appelait déjà une gestion différenciée des illégalismes. Autrement dit, les infractions des pauvres ne sont pas traitées sur le même circuit que les infractions des riches. Et ils ont pu identifier, ces sociologues, 4 filtres qui, pour moi, sont extrêmement importants. La première, c'est la pénalisation différenciée de certains comportements criminels. La délinquance en col blanc vous amène rarement en détention, il faut bien le reconnaître. Le deuxième filtre, c'est la possibilité de dissimuler plus facilement des infractions ou d'avoir une police qui va un peu moins chercher certaines catégories de la population que d'autres. Le troisième, qui pour moi en réalité est déterminant, c'est la possibilité de ne pas avoir le même traitement en fonction de ressources financières ou d'un capital social élevé. Par exemple, quand vous avez un juge des libertés et de la détention qui doit se placer, donc qui doit analyser une situation pour savoir si oui ou non il va placer quelqu'un en détention provisoire, le juge va se poser la question de la présence ou non de garanties de représentation. Alors, ces garanties de représentation, malheureusement, sont ouvertement des marqueurs de classe, puisque ça va être la stabilité de l'emploi ou le domicile. Et ces garanties de représentation, elles vont jouer un rôle majeur tout au long du parcours judiciaire des personnes. Donc ça va être de l'orientation des poursuites, parce que c'est les personnes justement qu'on va envoyer en comparution immédiate, en passant par le mandat de dépôt, puisqu'on sait en plus que les mandats de dépôt en comparution immédiate sont massifs, et jusqu'à l'aménagement même de la peine. Et le quatrième filtre qui s'identifie, c'est un petit peu moins évident, mais c'est très intéressant parce que c'est quelque chose auquel on est confronté quotidiennement, c'est le casier judiciaire. Ça peut peut-être pas être évident comme ça que ce soit un marqueur de classe, mais en réalité, le casier judiciaire, il va graver dans le marbre toutes les différentes rencontres que vous avez eues avec la justice. Mais sauf que les magistrats, quand ils vont regarder votre casier judiciaire, ils vont le regarder en disant c'est exclusivement de fait de votre comportement. Alors qu'en réalité, un casier judiciaire, c'est à la fois évidemment le comportement de la personne qui a été condamnée, mais c'est aussi le traitement différencié qu'il a pu subir en raison de sa condition. Autant vous dire qu'une personne en situation irrégulière, arabe ou noire, va en sortie de garde à vue, le plus souvent se retrouver en comparution immédiate, et s'il n'a pas, même pas une boîte postale ou quelque chose qui le rattache à la société, il va se retrouver en détention. Donc après, s'il s'amène à se retrouver devant la justice, c'est ça qu'on va voir sur son casier judiciaire. Donc en fait, on voit bien que la justice de classe, en réalité, c'est bien le fondement de notre justice pénale. Et finalement, les mots de Guillaume Daïef ne sont que l'illustration de cette justice. Alors évidemment, le but n'est pas de jeter la pierre à tous les magistrats et de les mettre tous dans le même sac. On comprend bien en fait que le problème, il est structurel, mais il faut bien savoir que ce sont eux qui ont le pouvoir de décision entre leurs mains, que la violence que subissent les justiciables dans les tribunaux, elle est terrible. Les magistrats vont souvent vous infantiliser, vous écouter seulement quelques minutes. Vous êtes quasiment totalement absent de votre procès, que ce soit d'ailleurs en comparution immédiate ou en cour d'assises, tant qu'on ne vous donne pas la parole. D'ailleurs, souvent, on vous dit, écoutez, on vous écoutera tout à l'heure, alors même que c'est vous qui êtes au centre de la peine qui va être prononcée. Et autant vous dire que toutes les peines alternatives à l'emprisonnement, comme le sursis probatoire ou les aménagements de type bracelet électronique, elles nécessitent aujourd'hui, à l'heure actuelle, un domicile. Comme je vous disais, une boîte postale, quelque chose qui vous raccroche à la société. Si vous n'avez pas ça, il y a fort à parier que vous serez incarcéré. Et le recours à la détention provisoire est également absolument massif, et notamment en matière de criminalité organisée. Alors justement, ça résonne un peu avec ce qu'on peut entendre en ce moment où on nous dit, voilà, le narcotrafic et tout. Bien sûr que ça existe, mais il ne faut pas croire que la justice ne s'en occupe pas, bien au contraire, et depuis des années. Mais si on peut comprendre, en effet, qu'au début, on ait besoin d'incarcérer des gens quand vous avez une information judiciaire qui est ouverte, en réalité, ce n'est pas du tout l'esprit des magistrats. Les magistrats, pour beaucoup d'entre eux, ils vont avoir un objectif, c'est que la personne comparaisse détenue. Donc, vous avez des gens qui, pendant 1 an, 2 ans, voire plus, vont être incarcérés. Et il suffira juste d'une mention au casier
pour qu'on vous dise bah non, monsieur, risque de réitération de l'infraction, alors même que vous êtes présumé innocent, et votre client va rester incarcéré et vous ne pourrez pas le faire sortir. Et c'est un système de pensée, en réalité, pour le pratiquer au quotidien, qui est généralisé. Les magistrats, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité qui est gigantesque sur leurs épaules. Ils ont quand même choisi d'exercer cette profession et malheureusement, ils sont un peu le reflet de ce qu'est notre société, c'est-à-dire une société marquée par le traitement injuste de personnes en raison de leur classe sociale et de plus en plus en raison de leur origine supposée. Je pense que la défenseur des droits s'adresse en fait à ce système judiciaire. Moi, je me pose quand même, alors c'est sûr qu'on est à l'ère de la post-vérité, donc aujourd'hui, n'importe qui sur un plateau télé vous dira c'est trop laxiste, comme je vous disais tout à l'heure, mais en réalité, je m'interroge quand même si on n'est pas quand même capable un peu de s'élever, de montrer qu'on n'est pas capable de mieux, de contrôler nos préjugés, parce qu'on peut comprendre, le préjugé c'est quelque chose d'humain, mais la raison en réalité doit revenir là-dessus, et la question des prisons, la question de la justice pénale est essentielle en fait, parce que la plupart des personnes aujourd'hui souhaitent plus de sécurité, ont l'impression de se sentir attaqués de tous bords, mais en réalité, il faut bien qu'ils comprennent que les gens sortent de détention, que tout le monde doit pouvoir en fait être inséré dans cette société et ne pas avoir ce sentiment en fait d'être tout le temps discriminé. Alors, pour terminer, je pourrais citer Albert Camus, mais en réalité, je préfère citer une chanson du 113 qui a 25 ans, qui s'appelle Les Princes de la Ville. C'est ma chanson préférée. Voilà, à l'époque, déjà, le 113 disait, et pourtant c'était en 1999, comme tout citoyen, je suis censé aller voter, histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible quand je vois des frères modotés. Au dépôt arabe et noir, c'est pas une nouveauté. Val-de-Marne, au pourcentage d'immigration, aussi élevé que tous mes frères qu'ils mettent en prison. Et pour se payer un avocat, faut plein de Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, vu les circonstances. Fuck la pénitence. À bon entendeur. Merci beaucoup, Jennifer Cambla, pour cette carte blanche. On te retrouve dès la semaine prochaine, mardi, sans faute. C'était passionnant, révoltant à la fois et passionnant.